Mesdames, bonjour. 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 Alors, nous sommes dans les bureaux de l'Union syndicale des magistrats, donc qui est majoritaire en France. Et je suis avec la secrétaire nationale et la vice-présidente. Alors, mesdames, présentez-vous. Je suis Virginie Duval, secrétaire générale donc, de l'Union syndicale des magistrats. Et Virginie Velton, je suis vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Alors, ancienne présidente des juges d'instruction de Douai, c'est ça? Et alors, ancienne vice-présidente chargée d'instruction au tribunal de grande instance d'Arras. Et actuelle vice-présidente à Béthune. À Béthune. Et vous étiez juge des enfants, à Caen, au TGI de Caen. Et maintenant, vous êtes chargé de l'instruction à Bobigny. De l'instruction à Bobigny. C'est très courageux. Voilà. Alors, mesdames, parlez-nous des mouvements de contestation qui ont eu lieu il y a quelque temps, avec une forte mobilisation. Qu'est-ce qu'il en ressort quelques semaines après ? Alors la mobilisation est toujours importante, mais sous une forme un peu différente, puisque dans un premier temps, suite aux propos de Nicolas Sarkozy et au fait qu'il n'avait pas attendu les conclusions des inspections pour dénoncer des coupables, les magistrats en masse avaient décidé du renvoi des audiences, et depuis les choses se sont un peu transformées sur du long terme pour établir des états des lieux des juridictions et déposer ces états des lieux à notre ministère, notamment dans le cadre d'un nouveau mouvement à la fin du mois de mars. C'est vrai que c'est un mouvement historique, hein, depuis, on n'avait jamais vu ça en France, une telle mobilisation à la fois des magistrats, des partenaires, hein, que sont les avocats, les membres du service de la justice, que sont les greffiers, l'administration pénitentiaire. Certains syndicats de police aussi. Certains syndicats de police qui ont soutenu le mouvement. Et c'est pas un mouvement politique. Politique, c'est vraiment un mouvement pour la justice et pour le justiciable. Il ne s'agit pas de dire tous les gens qui travaillent pour la justice sont irresponsables. Il s'agit de dire que les gens qui travaillent pour la justice sont responsables, mais veulent avoir les moyens d'exercer leur mission, ce qui n'était pas le cas. Et c'est vrai que quand on a entendu un président de la République dire « il y a eu des faits, donc il y a eu une faute », alors même qu'on n'avait aucun élément permettant de déterminer qu'il y avait faute, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et que chacun s'est mobilisé. Oui, parce qu'il n'y avait même pas de pré-enquête, on va dire. Ça a été dit immédiatement. L'enquête pour les services judiciaires avait démarré depuis 3 jours. Et c'est vrai que quand on entend notre ministre dire les bons choix n'ont pas été faits, il fallait faire des choix mais pas cela, nous ne sommes pas là pour faire des choix entre les décisions de justice, nous sommes là pour les appliquer toutes. Alors, le président de la République n'est pas à son premier mot vis-à-vis des juges et de votre profession. Comment expliquez-vous qu'on vous mette souvent en accusation comme ça, dès qu'il y a un fait divers sensible? On attend tellement de la justice que tout est de la faute de la justice, en oubliant même la responsabilité individuelle de chacun. Et puis c'est peut-être facile aussi d'attaquer un service, un corps de l'État qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire que le rôle des magistrats, c'est d'appliquer la loi et de prendre des décisions, mais on ne peut pas appliquer la loi tellement il y a des lois différentes, tellement on demande à la justice sans pour autant lui donner les moyens. Donc, mesdames les juges, certains observateurs ont dit quand même qu'ils trouvaient ça choquant d'utiliser un fait divers aussi sensible et aussi dramatique pour réagir. Voilà. Alors, la question est de savoir qui a instrumentalisé ce fait divers. Alors, c'est vrai que l'USM est un syndicat qui se revendique apolitique. On est là pour la défense des magistrats et d'une certaine idée de la justice. À partir du moment où la justice est attaquée et qu'un fait divers ou un drame est instrumentalisé, il est logique aussi qu'on en arrive, malheureusement, sur un terrain quelque peu politique, pour aussi défendre une certaine idée de la justice dans l'intérêt du justiciable. C'est une histoire qui est dramatique, effectivement, ce qui s'est passé. Pour autant, c'est pas pour les magistrats un dossier ou un fait divers, c'est quelque chose d'important. Les magistrats sont habitués à rencontrer les victimes, c'est notre quotidien. On va sur les lieux des découvertes de crimes, on rencontre les victimes, on les reçoit, on leur explique. Et malheureusement, dans cette affaire, ça a été médiatisé et c'est ce qui a pris beaucoup d'ampleur. Alors c'est effectivement très difficile pour les gens qui sont concernés, mais c'est aussi un moyen d'illustrer le quotidien des magistrats et les difficultés
les difficultés des magistrats et de l'ensemble des services judiciaires à rendre la justice. Et on ne peut pas accepter qu'on reste dans ces conditions-là, donc on est obligé de répondre aux attaques qui sont faites par une instrumentalisation d'un cas évidemment dramatique. Et ce mouvement a vraiment été une lame de fond, c'est-à-dire que tous les collègues, y compris non syndiqués, ont voulu y participer, ont voulu y prendre part, alors qu'habituellement les magistrats sont plutôt immobiles et silencieux, ils acceptent sans se manifester. Là, ça a été véritablement une révolte, une lame de fond, sans récupération politique. En tous les cas, nous, de notre côté, on ne souhaitait pas qu'il y ait de récupération politique. Quelle suite vous souhaitez donner d'ailleurs à ce mouvement ? Nous souhaitons qu'il y ait une discussion qui puisse s'engager avec notre ministère pour faire un état des lieux justement des besoins qui existent dans les juridictions, dans les services d'insertion et de probation, mais plus généralement dans tous les services de la justice, puisque actuellement le ministère essaie de réduire ça à un problème lié uniquement à l'application des peines, et donc retirer des moyens qui sont donnés par exemple aux juges aux affaires familiales, aux services des tribunaux pour enfants, pour pouvoir renforcer les services d'application des peines, alors que le problème des moyens dans la justice, il est généralisé à tous les services. Et donc c'est vraiment une réflexion d'ensemble, faire un état des lieux, faire un Grenelle de la justice, déterminer quels sont les besoins et déterminer un plan de financement pour essayer d'avoir enfin une justice à la hauteur de l'État, à la hauteur de la France et d'un pays démocratique comme la France. Alors d'après vous, si vous deviez résumer la situation, quels sont les besoins urgents en France pour la justice ? Il y a des services qui doivent être renforcés. Il y a de nombreux services qui ne peuvent pas fonctionner. Je pense à l'instance, à l'application des peines, aux enfants. On a vraiment, au civil et au pénal, on a vraiment des services qui sont victimes d'une pénurie de moyens importants. Au-delà de ça, il faut également que la justice soit respectée et qu'elle soit restaurée dans son indépendance. Et quand on dit indépendance de la justice, c'est pas pour le confort du magistrat, c'est-à-dire que le magistrat serait indépendant et ne répondrait pas disciplinairement, par exemple, de ses actes, parce que les magistrats répondent disciplinairement de leurs actes, et pénalement et civilement. Il n'y a pas d'impunité des magistrats, contrairement à ce qu'on peut laisser penser. Et donc il faut que, mais cette indépendance de la justice, elle est nécessaire pour le justiciable et pour le citoyen. Concrètement, on n'aura pas un état de droit tant qu'on aura une justice laminée, complètement démunie, qui ne peut pas exercer ses missions. Et la mission de la justice, c'est aussi d'exercer ses fonctions, ses missions, tant à l'égard de la France d'en haut, comme on dit, que la France d'en bas. Tous les citoyens doivent être égaux, et donc il y a des choses qui peuvent être mises en place. Il y a des réformes constitutionnelles, institutionnelles à faire pour les procureurs, pour le Conseil supérieur de la magistrature, pour les budgets, et ça c'est essentiel et c'est urgent. Ça vous paraît faisable ? C'est une volonté politique. Actuellement, on n'a pas une telle volonté politique parce qu'on veut une justice sous la main du pouvoir exécutif, et on fait en sorte qu'elle reste sous la main. C'est à voir si on a une volonté politique pour plus d'indépendance. Alors, pour être un peu plus pratique, donnez-nous quelques exemples des urgences. Concrètement, pour le statut du parquet, par exemple, les procureurs de la République peuvent recevoir des ordres, de manière très schématique, et les procureurs généraux peuvent être mutés au bon vouloir du pouvoir exécutif. Et ça, tant qu'il n'y aura pas d'indépendance des procureurs pour pouvoir poursuivre ou ne pas poursuivre, y compris un politique, par exemple, il y aura des questions, une suspicion sur l'indépendance, et cette suspicion, elle pose problème pour toute la justice. Alors justement, et vous êtes bien placé pour répondre à ce problème, est-ce que vous ne craignez pas qu'on revienne sur ce projet de suppression des juges d'instruction ? C'est effectivement une inquiétude parce que le juge d'instruction en soi, c'est une institution historique en France. On a beaucoup de citoyens qui sont très attachés à l'idée du juge d'instruction, mais au-delà de ça, tout le temps que le parquet ne sera pas indépendant, ça paraît inenvisageable de supprimer le juge d'instruction parce que ça supprime l'indépendance de l'enquête. Effectivement, on l'a vu par exemple sur Nanterre avec l'affaire Woerth-Bettencourt, quand bien même l'enquête menée à l'initiative du parquet serait irréprochable, il y a ce soupçon qui pèse sur l'enquête à raison des liens justement existants
existants, liens statutaires mais également liens amicaux existants entre le procureur de Nanterre et le président de la République. La désignation d'un juge d'instruction, ça permet parce qu'il est indépendant, parce que sa nomination, parce que les sanctions contre lui ne peuvent pas être prises directement par le pouvoir exécutif, ça garantit certains droits aux justiciables et ça lui garantit l'indépendance de l'enquête. Ça ne veut pas dire que l'enquête sera menée de manière parfaite, parce qu'il y a aussi la question des moyens d'enquête. C'est ce qui est dénoncé par exemple par l'association des victimes de l'amiante, qui a lutté pendant des années pour avoir la désignation d'un juge d'instruction et qui depuis continue à lutter pour avoir des moyens d'enquête. Parce que étouffer une enquête, c'est aussi empêcher l'enquête de se faire elle-même, au-delà de la désignation de celui qui la dirige. C'était tout l'intérêt du sujet de notre président ? Ça peut être un intérêt. Je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas quelle est la raison à l'origine de cette idée. Mais en tous les cas, c'était notre inquiétude. En principale réforme, ne pensez-vous pas qu'il faudrait trouver un système pour quand même que la justice dure moins longtemps ? Les Français sont relativement mécontents sur la lenteur de la justice en France. Alors cette lenteur, elle est due à plusieurs choses. D'abord les procédures qui sont de plus en plus complexes. C'est une exigence effectivement dans un pays démocratique de respecter le contradictoire et d'insuffler du contradictoire un peu partout, de prévoir l'avocat aussi partout. Néanmoins, forcément, ça demande plus de temps. Et puis c'est aussi une question de moyens. Lorsque il manque plusieurs magistrats dans chaque juridiction, plusieurs greffiers dans chaque juridiction, que des postes sont supprimés année après année, que les budgets de l'aide juridictionnelle n'augmentent pas, que les moyens d'enquête diminuent de jour en jour, forcément on ne peut pas demander à la justice d'être rapide. La situation la plus caractéristique, c'est celle des experts, puisque notamment dans les suites de l'affaire Doutreau, il avait été préconisé par la commission d'enquête parlementaire de revoir le statut des experts, le paiement des experts et le déroulement des expertises. Rien n'a été fait sur cet aspect, et au contraire, on interdit de plus en plus aux experts de travailler, notamment parce qu'on ne les paye plus. La justice n'ayant plus les moyens de les payer, certains experts ont plusieurs dizaines de milliers d'euros en attente de paiement. Rappelez d'ailleurs le prix d'une expertise moyenne. Le prix d'une expertise de mémoire doit être de l'ordre de 282 euros pour une expertise psychiatrique ou psychologique. Est-ce que ça vous paraît crédible, quelque part ? Ça n'est pas crédible. Alors le propos qui avait été tenu par un expert lors de l'affaire Doutreau, une expertise de femme payée au tarif d'une femme de ménage, c'est une expertise de femme de ménage, c'était effectivement caricatural et dans ce contexte-là, ça ne pouvait pas être pris à sa juste mesure, mais lorsqu'un expert passe parfois 17 ou 18 heures d'entretien avec une personne pour essayer de faire un rapport complet, qui a ensuite le temps de rédaction du rapport avant le dépôt, le passage devant la cour d'assises, il n'est pas normal qu'il soit payé à ce tarif-là, puisque s'il exerçait une activité libérale, eh bien, il serait payé beaucoup plus cher et il serait payé immédiatement par ses patients. Alors que là, la justice actuellement, du fait de l'absence d'enveloppe budgétaire suffisante, la justice paye avec des retards de 10, 11 ou 12 mois, voire parfois plus, ce qui dissuade certains experts. Et puis il y a des dispositions réglementaires relativement récentes qui ont été prises aussi pour leur interdire de faire leurs expertises dans les locaux de l'hôpital lorsqu'ils sont praticiens hospitaliers ou sur le temps de travail, alors que ça fait pourtant partie de leur mission de service public également, et d'autres dispositions puisqu'on leur a appliqué depuis peu la TVA. Donc sur ce tarif de 272 euros, on vient retirer 19,6%. Donc ils seront moins payés, voilà. Ils seront moins payés encore, alors que ça va à l'encontre de ce que préconisait la commission d'enquête parlementaire Doutreau. Mais n'est-ce pas un problème quand même de première importance, puisque de plus en plus ces juges s'appuient sur les expertises ? Alors, les juges s'appuient sur les expertises parce qu'on leur a demandé d'éviter de s'appuyer sur l'aveu. C'est vrai que on dit toujours l'aveu, la reine des preuves. Depuis des décennies, on essaie de trouver d'autres systèmes de preuves. On ne peut pas avoir de preuves scientifiques dans tous les domaines, et notamment parce que ça coûte cher, parfois on est obligé de se priver de ces preuves scientifiques. Et l'expertise psychiatrique, par contre, devient obligatoire dans de plus en plus de domaines. C'est le législateur qui impose aux juges de saisir l'expert psychiatre, et pour autant, c'est une science inexacte, puisque c'est une science humaine. Mais alors, est-ce bien sérieux, dans le cadre d'une expertise qui a duré 3/4 d'heure sur un coin de bureau, de pouvoir s'appuyer dessus ? Et mal payé de surcroît. La difficulté, c'est pour ça qu'elle a duré que 3/4 d'heure d'ailleurs. À force de dissuader les experts, ils démissionnent de plus en plus. Et faute d'experts, forcément, on est obligé de désigner ceux qui sont disponibles, qui sont surchargés, qui répondent de plus en plus tard à leur mission, qui déposent leur rapport de plus en plus tard. Et effectivement, on a la justice qu'on se donne les moyens d'avoir. Et c'est tout le problème de l'État français actuellement. Alors, puisque nous parlons des réformes, il y a donc eu cette réforme sur la garde à vue.
Quelle est votre position au syndicat ? Alors c'était une réforme qu'on attendait depuis longtemps et qu'on réclamait depuis longtemps parce que du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y avait une insécurité juridique qui s'était établie en France. Certains, par principe de précaution pour sécuriser leur procédure, demandant aux enquêteurs d'appeler l'avocat dès la première heure pour qu'il assiste aux auditions, et d'autres s'en tenant aux textes français applicables dans notre pays. Donc ça faisait des mois qu'on demandait au gouvernement de réfléchir à cette question. Le gouvernement a tardé, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et faute d'anticipation, on se retrouve aujourd'hui avec un texte qui est examiné selon la procédure accélérée devant le Parlement et un texte qui en l'état est largement imparfait. Alors non pas sur le principe même de l'accès à l'avocat pendant la garde à vue, point sur lequel on est d'accord, la majeure partie, enfin des syndicats de police majoritaires comme le SNOP, comme le syndicat national des commissaires de police sont également d'accord sur ce principe. C'est à la marge et sur l'aspect pratique des choses que ce texte est complètement imparfait en l'état. C'est-à-dire qu'on prévoit par exemple que les enquêteurs soient obligés d'attendre 2 heures l'arrivée de l'avocat pour pouvoir procéder à l'audition. Néanmoins, ça c'est valable pour la première audition, mais le texte ne dit pas si pour l'audition suivante, il faudra à nouveau attendre les 2 heures. Et nous, on ne peut pas admettre qu'il faille attendre plusieurs années que la Cour de cassation statue pour savoir ce qu'on doit faire. On doit sécuriser nos procédures dès le départ, et c'est le devoir du législateur de faire des textes suffisamment précis pour qu'il n'y ait pas de marge d'appréciation et d'insécurité juridique qui s'établissent dans le pays. Alors, mais dans le cas présent, comment pouvez-vous effacer ces imperfections dans la pratique ? Alors, en l'état, ce que nous demandons, c'est, nous développons des observations devant le Parlement. Nous avons fait des notes techniques, de même que les organisations syndicales de professionnels, qui soient policiers, avocats, magistrats ou même greffiers. C'est quelque chose qui est essentiel pour nous parce que, vu le nombre de gardes à vue en France, il est nécessaire de sécuriser les procédures et on ne peut pas envisager que, sous prétexte d'imprécision du texte, un criminel dangereux soit remis en liberté dans quelques années parce que l'application n'aura pas été celle qui était envisagée par la Cour de cassation. Alors dans ces imprécisions, j'ai évoqué la présence de l'avocat dès le départ, mais il y a aussi des contradictions entre les textes, c'est-à-dire que pour la garde à vue, le but de ce texte est notamment de réduire le nombre de gardes à vue en France, puisque 800 000 c'est effectivement énorme et il faut cesser cette... Il était temps d'intervenir quand même. Il était temps d'intervenir, il faut cesser cette inflation des gardes à vue, il faut revenir à des auditions libres, à des personnes qui soient convoquées et entendues sur les faits qui leur sont reprochés. La garde à vue, ça ne doit pas être systématique. Par contre, le texte, en ne prévoyant pas de statut en cas d'audition libre sur convocation, s'anéantit lui-même par l'introduction d'un article préliminaire qui prévoit que si la personne a fait des aveux hors la présence de son avocat, qu'elle soit en garde à vue ou pas en garde à vue, les aveux ne peuvent pas être utilisés s'ils sont seuls pour envisager une condamnation. Donc à partir de là, se pose la question du statut de la personne qui est entendue librement. Il faut, selon nous et selon un certain nombre d'organisations professionnelles, envisager au moins un entretien, ne serait-ce que téléphonique, avec un avocat, y compris lorsque la personne est convoquée au commissariat. Et puis il ne faut pas oublier les victimes, parce que il serait anormal que, par exemple, une jeune femme qui accuserait par exemple 4 personnes de viol collectif se retrouve en confrontation face à ces 4 personnes et 4 avocats alors qu'elle serait toute seule. Donc il faut lui donner les mêmes droits aussi que la personne qui est mise en cause, à savoir le droit de s'entretenir avec un avocat et le droit d'être assisté lors des auditions et lors des confrontations. Donc dans les problèmes complètement pratiques qui peuvent se poser, c'est aussi le problème des locaux de police, puisque les commissariats, un certain nombre sont vraiment sous-dimensionnés. On a plusieurs enquêteurs qui travaillent dans un même bureau. Lorsqu'ils vont devoir procéder à des auditions avec toutes les personnes mises en cause, avec tous les avocats, très rapidement, il n'y aura plus la place suffisante dans le bureau. Ça supposera qu'ils travaillent la porte ouverte, donc se posera un problème de confidentialité. Au niveau des locaux, se pose aussi la question de que fait l'avocat entre 2 auditions? Est-ce qu'il repart à son cabinet, ce qui risque de retarder la deuxième audition, par exemple? Est-ce qu'il reste dans les locaux? Mais à ce moment-là, on ne peut pas lui demander de rester à l'accueil, par exemple. Il serait en contact potentiel avec les victimes, ce qui pourrait poser un problème. Que fait l'avocat lorsqu'une perquisition est envisagée? Parce que si à l'occasion de la perquisition, la personne doit être entendue, il est logique que son avocat soit présent. Mais à ce moment-là, que font les policiers? Ils l'emmènent dans le véhicule de police. L'avocat risque de ne pas tellement apprécier, et puis ça pose un
problème de responsabilité en cas d'accident aussi. Et à l'inverse, s'il donne rendez-vous à l'avocat au pied du domicile de l'intéressé, ça veut dire que la famille ou des proches peuvent se douter qu'une perquisition va être réalisée et donc il y a un risque de disparition des preuves. Donc ce sont autant de choses qui ne sont pas réglées par le texte. Alors tout ne relève pas forcément de la loi, mais ce sont des points sur lesquels nos ministères respectifs vont devoir réfléchir très sérieusement avant l'entrée en vigueur de la loi, parce que ce sont des obstacles insurmontables en termes d'enquête.